bienvenue sur Mémoire des célébrités, la chaîne qui ressuscite les icônes du grand écran, qui plonge sans peur dans les abysses de la gloire et qui vous emmène là où personne n'ose aller, derrière le rideau des stars, là où la lumière des projecteurs cache les larmes séchées, les cœurs brisés et les silences assourdissants. Imaginez une femme qui avait tout, la beauté la plus parfaite d'Hollywood, un Oscar à 25 ans, les plus grands réalisateurs à ses pieds, des princes et des milliardaires en file indienne, et qui, un jour, a tout abandonné pour un conte de fées qui s'est transformé en cauchemar infernal. Aujourd'hui, nous parlons de Grace Kelly, la blonde Hitchcockienne devenue princesse Grace de Monaco. Vous la connaissez pour ses yeux de glace qui font fondre les caméras, pour ses robes qui ont défini l'élégance intemporelle, pour son mariage de rêve avec le prince régné III devant des millions de téléspectateurs en transe. Mais derrière les diadèmes scintillants, les yachts immaculés et les sourires figés sur les photos officielles, se cache une vérité bien plus sombre, bien plus glaçante, un prince autoritaire et infidèle, une cage dorée qui l'étouffait jour après jour, une solitude abyssale qui la rongeait de l'intérieur. Une malédiction familiale vieille de 7 siècles, des rumeurs de divorce secret, une lettre déchirante à sa mère, des tentatives désespérées de retour à Hollywood, et une mort tragique à 52 ans qui laisse encore le monde en suspens, hanté par les « et si ». Et 20 ans après sa disparition, son mari régné a enfin confessé la vérité, une vérité qui change tout, qui glace le sang. On vous promet, ce n'est pas un conte de fées. C'est une descente aux enfers royales, un sacrifice total, une fin brutale qui fait froid dans le dos et qui vous hantera longtemps. Accrochez-vous bien, likez dès maintenant, abonnez-vous, activez la cloche. Nous plongeons dans les zones d'ombre les plus profondes, les plus secrètes de Grace Kelly. Tout commence à Philadelphie, le 12 novembre 1929, dans le quartier cossu de East Falls. Grace Patricia Kelly naît dans une famille riche, irlandaise et catholique jusqu'au bout des ongles, où l'on ne badine pas avec la réussite, où l'on gagne ou l'on disparaît. Son père, John B. Kelly, surnommé Jacques, est un self-made man légendaire, triple médaillé d'or olympique en aviron aux Jeux de 1920 et 1924, entrepreneur millionnaire dans la construction qui a bâti son empire brique par brique. On raconte qu'il a été refusé aux prestigieuses régates royales d'Anlais en 1920 parce qu'il était maçon un travail manuel, indigne de l'élite britannique. Il n'a jamais pardonné cette humiliation à l'aristocratie européenne. Il répétait sans cesse, les Kelly ne s'inclinent devant personne. Sa mère, Margaret Magee, d'origine allemande, est une ancienne mannequin et la première femme professeure d'éducation physique à l'université de Pennsylvanie, une femme élégante, athlétique, qui impose la discipline prussienne et la perfection absolue. La maison familiale, une immense demeure de 17 pièces surnommée The Kelly Mansion, est un véritable camp d'entraînement. Les enfants sont 4, Peggy l'aînée, Kel le sportif, Lisanne, et Grace, la troisième, celle que l'on appelle déjà, la petite princesse. Dès l'enfance, elle est différente. Timide, rêveuse, myope comme une taupe, elle portera des lunettes épaisses jusqu'à l'adolescence, elle préfère les livres, les pièces de théâtre amateurs et les bals masqués aux sports brutaux de ses frères. Elle est belle, blonde, avec ses yeux bleus glacés qui feront plus tard sa légende. Mais à la maison, on la trouve trop fragile, trop artiste. Son père la surnomme la rêveuse, presque avec mépris. Son oncle George, dramaturge lauréat du Pulitzer, est son seul allié, il lui lit du Shakespeare et lui prédit qu'elle sera une star. À 6 ans, elle joue déjà dans des pièces familiales. À 12 ans, elle monte sur les planches dans des spectacles scolaires et dans la compagnie de l'All Academy Players. Elle est douée. Vraiment douée. À 17 ans, contre la vie familiale où son père hurle que le théâtre est un métier de prostituée, elle part pour New York et s'inscrit à l'American Academy of Dramatic Art. Elle vit au Barbizon Hotel, une pension ultra stricte pour jeunes filles, pose comme mannequin pour des publicités cigarettes et dentifrice, dort 4 heures par nuit, travaille comme serveuse. Elle commence à tourner dans des publicités télé et dans les téléfilms live de l'époque où tout est en direct, une erreur et c'est la fin. À 21 ans, elle fait ses débuts à Broadway dans La Mouette de Tchekhov, produite par son oncle. Le magazine Theatre World la consacre, personnalité la plus prometteuse, de 1950. Hollywood l'appelle, irrésistiblement. En 1951, elle tourne son premier film, 14 Hours, un petit rôle de 2 minutes qui passe inaperçu. Mais c'est en 1952 que tout bascule, le réalisateur Fred Zinman la remarque et lui offre le rôle de Amy Fowler Kane dans Le train sifflera 3 fois face à Gary Cooper. Le film est un immense succès, et Grace explose. À 23 ans, elle signe un contrat juteux de 7 ans avec la MGM. Elle enchaîne immédiatement Mogambo avec Clark Gable et Ava Gardner en Afrique.
Sur le tournage, elle tient tête à Gable, séduit tout le monde, et décroche une nomination aux Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle. Puis vient le maître du suspense en personne, Alfred Hitchcock. Il la voit comme sa muse parfaite, belle, froide en surface, mystérieuse, avec cette élégance naturelle qui cache un feu intérieur dévorant. Il la surnomme « le volcan recouvert de neige ». Il la dirige dans 3 chefs-d'œuvre absolus, Le crime était presque parfait en 1954, où elle joue une épouse infidèle face à Rémy Land et où naît une liaison passionnée et torride avec l'acteur marié, liaison qu'elle rompra brutalement, Fenêtre sur cour la même année, où elle est Lisa Frémont. La fiancée parfaite et glamour de James Stewart, et La main au collet en 1955, tournée sur la Côte d'Azur, où elle vole littéralement la vedette à Cary Grant. Grace devient la blonde Hitchcockienne par excellence, l'archétype de la femme fatale Hitchcockienne. Entre-temps, en 1955, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour Une fille de la province, The Country Girl, battant à la surprise générale Judy Garland, grande favorite. À seulement 25 ans, elle est au sommet absolu. Les magazines la couronnent, la plus belle femme du monde, la nouvelle Marilyn Mason version classe. Les hommes tombent comme des mouches, Gary Cooper, Clark Gable, Rémy Land, David Niven, William Holden, le prince Ali Khan, le Shah d'Iran, Jean-Pierre Aumont, Oleg Cassini. Elle collectionne les aventures, mais elle est profondément seule. Elle confie à une amie, « Je suis fatiguée des rôles de glace. Je veux une vie vraie, un mari, des enfants, une maison. » Et la vie vraie arrive en 1955, au Festival de Cannes. Grace est invitée pour promouvoir La main au collet. Pierre Galante, rédacteur en chef de Paris Match, organise une séance photo entre l'actrice et le prince Régnier III de Monaco. Ce jour-là, tout va mal, panne d'électricité à l'hôtel, robe trop serrée, retard d'1 heure, mais le 6 mai 1955, ils se rencontrent enfin au Palais Princier. Coup de foudre immédiat. Régnier, 32 ans, ancien militaire, veuve de fait, sa précédente fiancée l'a quitté, charmant mais autoritaire, cherche une épouse pour 2 raisons, produire un héritier et sauver la principauté menacée d'annexion par la France si aucun Grimaldi n'assure la succession. Grace, 26 ans, cherche l'amour véritable et la stabilité. Ils s'écrivent des lettres enflammées pendant 8 mois. Il vient la voir à Philadelphie pendant les fêtes de Noël 1955, rencontre la famille Kelly qui l'intimide par sa richesse et son franc-parler. Le 5 janvier 1956, il demande sa main avec une bague Cartier en diamant et rubis. Grace accepte, les larmes aux yeux. Le 19 avril 1956, mariage du siècle à Monaco, 2 cérémonies, civiles et religieuses, 600 invités triés sur le volet, 30 millions de téléspectateurs à travers le monde, robe en taffetas et dentelle de Hélène Rose, costumière MGM, avec 25 mètres de traîne, voile brodé de perles et de fleurs en dentelle de Bruxelles. Le monde est en extase. Grace devient son Altesse Sérénissime la princesse Grace de Monaco. Elle abandonne définitivement Hollywood. Elle a 26 ans. Mais derrière le conte de fées, la réalité est cruelle, impitoyable. Dès la lune de miel sur le yacht Deo Juvente, Régnier est autoritaire, jaloux, colérique. Il dort dans une chambre séparée dès le début. Il a des maîtresses, y compris pendant la croisière de noces où une actrice française dont on taira le nom. Grace est isolée linguistiquement, elle parle à peine français, et les monégasques la trouvent trop américaine, trop distante, trop star. Elle doit sourire en permanence, ne jamais exprimer d'opinion politique, ne jamais critiquer. Elle confie à son amie Judy Canteur, « Je suis prisonnière d'une cage dorée dont les barreaux sont en or. » Elle donne 3 enfants en 8 ans, Caroline en janvier 1957, Albert en mars 1958, Stéphanie en février 1965. Mais elle s'ennuie mortellement. En 1962, Hitchcock lui propose le rôle-titre de Marnie, avec un cachet d'1 million de dollars, l'équivalent de 10 millions aujourd'hui. Elle accepte avec joie. Les monégasques hurlent au scandale, une princesse ne montre pas ses jambes au cinéma. Régnier explose, une princesse ne joue pas. Grace renonce, le cœur brisé. Elle pleure en secret pendant des jours. Elle écrit une lettre déchirante à sa mère, « Je veux divorcer. Je ne supporte plus cette vie. » Mais elle apprend que selon la loi monégasque et l'accord prénuptial, elle perdrait automatiquement la garde de ses enfants en cas de séparation. Elle reste prisonnière. Les années passent dans la splendeur et la souffrance. Grace se consacre à la philanthropie avec une énergie désespérée, elle fonde l'hôpital Princesse Grace, le jardin de roses de Fontvieille, l'AMAD pour les enfants défavorisés, ressuscite le ballet de Monte-Carlo.
Elle écrit un livre de fleurs séchées préfacé par son amie Jacqueline Kennedy. Elle voyage beaucoup, seule ou avec ses enfants. Mais la solitude la ronge comme un acide. Elle souffre de migraines ophtalmiques terribles, d'insomnie chronique, de dépression profonde. Elle prend des médicaments, perd du poids. Régnier est de plus en plus distant, absorbé par ses maîtresses et la gestion de la principauté. Les enfants grandissent dans la tourmente, Caroline se rebelle, Albert est timide et complexé, Stéphanie devient sauvage. En 1982, Grace a 52 ans. Elle est fatiguée, usée, vieillit prématurément. Elle parle souvent de retour aux États-Unis, de reprendre le théâtre ou la réalisation. Le 13 septembre 1982, elle prend le volant de sa Rover 3500 avec Stéphanie, 17 ans, pour rentrer de la maison de campagne de Rockagel à Monaco. Elle souffre d'une migraine atroce ce matin-là. Sur la D6007, la fameuse route sinueuse des Alpes-Maritimes qu'elle connaît pourtant par cœur, elle manque un virage en épingle à cheveux. La voiture plonge de 40 mètres dans le ravin. Stéphanie s'en sort avec des fractures et un traumatisme crânien. Grace est retrouvée inconsciente, le crâne fracassé. Transportée à l'hôpital de Monaco, rebaptisé depuis Centre Hospitalier Princesse Grace, elle succombe le 14 septembre 1982 à 22h35 d'une hémorragie cérébrale massive. Officiellement, un accident vasculaire cérébral au volant a provoqué la perte de contrôle. Mais les rumeurs explosent immédiatement, Stéphanie conduisait réellement, théorie la plus persistante, les freins ont été sabotés, assassinat commandité par la mafia du jeu ou par des ennemis politiques, suicide déguisé. L'autopsie est bâclée, le corps embaumé trop vite, la voiture détruite dans la foulée. La vérité disparaît avec elle. La légende raconte qu'au XIIIe siècle, le prince Régnier Ier Grimaldi enlève et viole une jeune sorcière flamande. Avant d'être exécutée, elle lance la malédiction « Jamais un Grimaldi ne trouvera le bonheur en mariage ». Depuis 7 siècles, adultère, divorce, mort prématurée, enfants illégitimes. Régnier lui-même, dont la première fiancée Gisèle l'a quitté, infidèle chronique. Caroline, 3 mariages ratés, veuve à 42 ans. Albert, enfant hors mariage reconnu tardivement, mariage tardif. Stéphanie, relation chaotique, veuve elle aussi. La malédiction Grimaldi frappe encore et encore. En 1999, Régnier, seul et rongé par le cancer, confesse à son ami le journaliste Jean-Charles Ray, Grace voulait divorcer dès les années 60. Elle était profondément malheureuse. Je l'ai retenue par orgueil et par devoir dynastique. En 2002, il meurt. Le secret sort enfin dans la presse. Grace laisse une fortune personnelle modeste, $10 000 sur son compte, une petite maison en Irlande. Tout est allé à Monaco, aux enfants, à la philanthropie. Elle avait apporté $2 millions de dot en 1956, environ 20 millions aujourd'hui. Elle n'a jamais regretté son sacrifice, disait-elle. Grace Kelly, star éternelle, princesse martyre, mère courage, femme brisée. Son héritage ? Une rose hybride baptisée, Princesse Grace, un hôpital, un boulevard à Monaco, des films qui traversent les décennies, et une question lancinante, conte de fées ou prison dorée ? Dites-le nous en commentaire. Malédiction Grimaldi ou simple tragédie humaine ? Grace, heureuse ou prisonnière jusqu'au bout ? Hitchcock l'aurait-il sauvée si elle avait tourné Marnie ? Merci d'avoir tenu jusqu'au bout avec Mémoire des célébrités. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. La prochaine légende arrive bientôt. À très vite et attention au virage.